Donc c'est la partie numéro donc pour le cours numéro 2, c'est la partie préenregistrée que j'avais annoncée. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est simplement revenir un petit peu sur la loi de Hubble et étudier un petit peu le détail de l'expansion universelle. D'accord? Donc ces deux parties, du cours. Après, si j'ai le temps ou en présentiel, on regardera un petit peu la formation de structures à grande échelle pour avancer un petit peu. Donc essentiellement un petit rappel sur la loi de Hubble-Lemaitre. On se souvient que les galaxies ou les euh, nébuleuses observées par Hubble, quand on pouvait estimer leur distance assez nébuleuse, on trouvait une relation essentiellement linéaire avec la distance entre la distance et la vitesse. Donc c'est cette fameuse constante de Hubble qui va apparaître et qu'on va appeler H0 ici. Donc il faut se souvenir que euh, l'échantillon de Hubble au départ ne contenait qu'une vingtaine de galaxies. Lui disait que c'était homogène parce qu'on pouvait regarder un petit peu à différentes distances, mais il est clair qu'il n'avait qu'une partie du ciel couverte par ça. Donc la relation de Hubble, ce que lui voyait, c'est à partir de l'effet Doppler, une relation entre distance d et ce produit, donc c, la vitesse de la lumière, fois le décalage spectral. Et dans la limite non relativiste, votre décalage spectral est en relation directe, donc z est en relation directe linéaire avec la vitesse. Ce qui fait donc avec une vue plus moderne de sa relation entre distance et décalage spectral z, donc ce qu'on va appeler ici le redshift sur ce graphe, c'était de montrer que finalement on avait cette corrélation forte avec une densité de points qui permet maintenant d'une couverture spatiale plutôt uniforme, donc dans toutes les directions. Ce qu'on va imaginer avec cette relation-là, c'est que les galaxies, plus elles sont loin, plus elles s'éloignent de nous. Alors l'idée vient rapidement de se dire, bon ben si on inverse l'axe du temps, les déplacements d'éloignement vont plutôt être des rapprochements, donc c'est-à-dire que les déplacements dr vont changer de signe. Et le champ des vitesses, lui, va permettre de dire, bon ben finalement c'est l'inversion du temps va faire que les galaxies vont se rapprocher, mais dans l'ensemble d'une façon assez uniforme, c'est-à-dire à toute distance, toutes les distances vont se mettre à diminuer. Donc cette inversion de l'axe du temps, c'est je crois Gamow qui a été le premier à en parler et qui va amener l'idée du Big Bang pour comprendre la formation ou l'évolution de l'univers. Donc on a l'axe du temps ici, ce qui est représenté par ce petit schéma que vous pourrez voir par ailleurs, d'accord, sur notre présentation. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de revenir sur les conséquences de cette loi de Hubble et d'abord dire, bon ben quand on dit que l'expansion est uniforme universelle, isotrope, on veut dire que selon dilatation des axes, une figure géométrique comme celle-ci, par exemple, si elle est vraiment isotrope et uniforme, eh bien, l'expansion des axes fait que les rapports de côté d'un triangle, par exemple, demeureraient inchangés dans le temps. D'accord? On fait un peu l'hypothèse de base qu'on pourra prendre des longueurs à un temps t, c'est ce qui est indiqué ici. Ce qu'on pourra voir, c'est les rapports étant inchangés. Donc ça veut dire que le rapport des longueurs sont invariantes dans le temps. Donc ça voudrait dire que les longueurs initiales multipliées par une fonction du temps, que je vais appeler la fonction d'échelle r de t, eh ben, nous donnerait les longueurs à un temps t ultérieur. D'accord? Donc il est clair que r de t est égal à 1 ici quand on fait référence à un temps particulier, le temps de définition des longueurs, donc t0 par exemple. D'accord? Donc on va prendre cette relation-là, donc c'est une relation mathématique simple. On dit que donc les longueurs données à t0
permettent de calculer les longueurs mesurées au temps t supérieur à t0. Et donc, on va pouvoir calculer les dérivées temporelles, dl dt, en relation avec ce facteur d'échelle r de t seul, puisque L de t0 est une constante. Donc ça permet en fait de dire, pour une relation L de t0 donnée, enfin L de t donnée par la première relation ici, clairement on peut éliminer L de t0 et on se retrouve en fait avec un genre de dérivée logarithmique. C'est-à-dire que L point est en relation avec L de t fois R point sur R de t. D'accord? Puisqu'on a éliminé L de t0. Ce qui donne cette relation de Hubble, je dirais la relation universelle. D'accord? Donc on a dérivée de longueur dans le temps, V de t, est égal à une longueur fois h, et les deux étant fonction du temps. Donc on voit ici la définition de h de t, c'est le rapport de la dérivée logarithmique, ou la dérivée du logarithme du facteur d'échelle r de t. Donc, on passe à l'étape suivante, et l'étape suivante, c'est se dire, bon ben, admettons qu'on ait de petites déviations par rapport à cette relation pour les vitesses. Donc, admettons qu'on ait un vecteur vitesse u qui soit donné par L fois H, mais avec, en addition, une vitesse relative, donc une vitesse, disons, particulière, hein, c'est du mot anglais peculiar. C'est l'appellation qu'on utilise dans la littérature en général. Donc l'idée est la suivante, c'est que si je mesure à t0, je mesure longueur et paramètre de Hubble, je vais donc voir un mobile qui se déplace à une vitesse u, qui en fait n'est pas uniquement celle donnée par le flot de Hubble, mais on a une vitesse relative à ce flot. Et alors on peut dire qu'à un temps t' ultérieur, on devrait aussi mesurer la même relation pour le même vecteur u, pour la même vitesse de mobile. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on change d'époque? Que devient-il des vitesses relatives Vp? Donc t' donnera L et H t' et V' bien sûr. Donc si on regroupe les distances et si on présume pour le moment que le paramètre de Hubble varie lentement dans le temps, eh ben, on va pouvoir écrire ceci. Donc c'est une simple combinaison linéaire, hein. On fait regrouper les termes HL et HL', on les met ensemble du même côté de l'égalité. Et l'idée maintenant c'est de se dire, admettons qu'on a un temps t' qui varie pas beaucoup par rapport à t0, on a une légère évolution dans le temps. Alors maintenant si on se place à la position du mobile, c'est-à-dire que L à t0, L0 est donné par cette égalité égale 0 donc, et on a simplement que ce vecteur vitesse serait une vitesse, pour cet observateur-là, ce serait une vitesse relative au flot de Hubble, Vp. D'accord? Alors il s'ensuit que je vais retrouver quelque chose comme ceci, c'est qu'à un temps ultérieur, le mobile va donner une distance L', et donc un delta L si on veut, et cette distance L', ce sera simplement donné par Vp fois dt. D'accord? Donc quand vous rassemblez tout ça, vous dites que la différence L' moins L0 c'est delta L, et ben vous retrouvez avec H fois Vp delta t, puisque par identification vous avez défini cette variation de distance, et ce que vous avez à droite de l'égalité, ben, c'est la différence des vitesses. Hein, le delta V', ce que vous avez ici dans la relation V' moins Vp. Donc ce qui est ajouté ici, c'est le signe négatif qui mène à la conclusion en fait que de chaque côté de l'égalité ici, vous avez en fait des dérivées logarithmiques, et donc Vp, la vitesse relative au flot de Hubble, ira comme l'inverse, il y a un signe négatif, moins 1, donc ira comme l'inverse du facteur d'échelle r de t. Autrement dit, plus le temps passe, et plus la vitesse u semble se fondre avec le flot de Hubble. D'accord?
Donc ce qui va faire que finalement on peut se dire que si on a des tailles suffisamment grandes, on peut imaginer que tous les vecteurs vitesse sont donnés par en fait le flot de Hubble. D'accord? Donc il se trouve que R de t, donc le facteur d'échelle prenant une grande valeur, c'est ce qu'on aura dans l'univers, la phase univers froid qui nous intéresse ici. D'accord? Alors, on va regarder ce que ça donne maintenant pour notre relation euh, donné par l'effet Doppler, donc le delta lambda sur lambda. Si maintenant on se dit on a les longueurs d'onde dans le référentiel de l'observateur et les longueurs d'onde dans le référentiel ou à l'époque où la lumière, les photons ont été émis, eh bien on va trouver en fait que le rapport qu'on a ici, c'est longueur observée sur longueur à l'époque émise, donc c'est une longueur comme L à T0 sur LT, ou inversement plutôt. On n'aurait que ce rapport des longueurs, ici va donner moins 1. Et ce rapport des longueurs, bah, c'est celle qui compare deux époques. L'époque où la lumière a été émise et l'époque où la lumière est observée. Donc on a LT0 et LT'. Donc ce qu'on a ici comme relation, c'est que si j'isole pour ce rapport des longueurs, on va avoir moins 1 ici, et on va simplement trouver que 1 plus z, donc en basculant le moins 1 de l'autre côté de l'égalité, vous allez voir que 1 plus z est égal à le R à t0, donc qui sera simplement l'époque actuelle, l'époque où les mesures vont être définies, donc c'est l'époque qui fait référence. Donc on a R à t0 qui vaut 1, et ce que vous avez donc c'est le rapport 1 sur facteur d'expansion à l'époque où la lumière a été émise ici. Autrement dit, défini comme ceci, R, donc le facteur d'échelle R à l'époque où la lumière est émise, relativement à l'époque où la lumière est en fait absorbée et mesurée au détecteur, et bien ça veut dire que R de E est inférieur à 1, puisque le décalage spectral Z ne peut qu'être positif ou nul. D'accord? Donc là, c'est un résultat qui est en fait purement cinématique, si on veut. C'est dû à l'expansion d'un volume selon un facteur d'échelle R de t. Et cette relation mathématique, en fait, dit que bon, bah, si on regarde la situation en cosmologie, que l'expansion est isotrope et homogène, on peut donc remplacer ou faire un lien plutôt entre ce facteur d'échelle R et les distances mesurées entre deux points à toute époque. D'accord? Donc le ds carré que vous avez ici, c'est l'équivalent d'une longueur pythagoréenne, mais donné ici par une relation plus formelle, c'est-à-dire qu'il fait intervenir dans un repère de coordonnées dxi, on fera intervenir une métrique, c'est-à-dire l'équivalent d'un jacobien quand on fait des changements de coordonnées. Donc on aura une métrique qui fait intervenir les relations entre ces différentes coordonnées. Donc la métrique qu'il y a ici va être fonction de la géométrie de l'espace. Et l'expansion, le facteur d'expansion, lui, est un scalaire qui est donc le même pour chacune des coordonnées. Donc il se factorise r carré de t. D'accord? Donc on verra plus loin, ou peut-être qu'on pourra parler un petit peu de comment on obtient cette relation de Robertson-Walker, donc la métrique de Robertson-Walker écrite sous cette forme-là, en coordonnées sphériques ou coordonnées polaires. Pour le moment, moi je prends le résultat qu'on a ici et qui dit simplement que c'est le résultat clé de l'analyse de Robertson-Walker, c'est de dire que cette métrique en coordonnées polaires, elle prend une forme générale qui fait intervenir un rayon de courbure ici, RU, et qui permet de factoriser, donc qui a ici un rapport adimensionné et qui permet de factoriser une constante K qui prendra des valeurs plus ou moins égales à plus ou moins 1 ou 0. D'accord? Donc le cas de la géométrie euclidienne habituelle, c'est le cas où K est égal à 0. Et on dit à ce moment-là que l'univers est de courbure nulle et c'est une géométrie euclidienne, l'univers est plat.
D'accord? Donc si vous éliminez ce terme dans la relation de Robertson-Walker, vous avez effectivement les distances sur une sphère, mais une sphère vue dans l'espace 3D. D'accord? Donc vous avez le déplacement radial, donc vous avez un volume sphérique. Déplacement radial, vous regardez si le déplacement radial est nul, vous êtes confiné à la surface de rayon R. Et l'élément que vous avez ici, bah, c'est effectivement la rayon de surface, enfin l'élément de surface pris sur cette sphère-là. A contrario, si vous regardez dans une direction donnée, dθ dφ égale 0, donc les coordonnées sont fixes dans une direction, eh bien c'est clair que le déplacement linéaire total que vous effectuez est directement donné par le déplacement radial dr, ici si vous prenez la racine carrée de chaque côté de l'égalité, d'accord, avec k égale 0 toujours. Ok. Donc les cas plus généraux, donc on a simplement à se dire, on aura une certaine unité de mesure pour la courbure de l'espace, mais selon la valeur de k, le signe de k plus 1 ou moins 1, on dira que la courbure est négative et que la géométrie est ouverte. C'est le cas qui est ici, représenté par un point de sel, donc une géométrie hyperbolique. Vous avez le cas plus 1, qui donne en fait le cas d'une géométrie sphérique fermée. Cette fois, ce n'est pas une sphère à 3D sur laquelle enfin qui confine un volume, c'est que le volume lui-même est un élément de la sphère, donc on se déplace sur la sphère dans tous les cas de figure. D'accord? Donc cette géométrie-là donne en fait le cas qu'on peut représenter en faisant un triangle, en traçant un triangle sur une sphère, et vous voyez que la somme des angles, à un triangle fermé tracé sur une sphère comme ça est supérieure à 180 degrés. D'accord? Donc ça, c'est une conséquence de la courbure positive, donc la géométrie sphérique. Et c'est ce que vous étudierez en exercice. Peut-être déjà que vous avez abordé ce cas-là ou vous aborderez ce cas en exercice prochainement. D'accord? Alors nous, on a donc ce résultat de la géométrie avec facteur d'expansion R de t qui donne donc la relation d'échelle entre les éléments, les points de l'espace. Donc il n'y a rien maintenant qui contraint R de t, ça peut être n'importe quelle forme continue du temps. Alors pour bien sûr trouver une relation avec la cosmologie, il faut que je passe en mode gravitation, mais gravitation ici newtonienne, d'accord, pour être capable rapidement de faire un lien avec les mesures obtenues par Hubble. Donc ce qu'on va faire ici, on va donc se placer dans un cas de figure où les vitesses sont faibles. On peut évoquer l'équivalence masse-énergie, donc ρ donné par la densité totale d'énergie cinétique d'un corps de masse m va se décomposer comme ceci. Donc on aura l'énergie, la masse-énergie au repos, plus la première correction de l'énergie cinétique qui est en fait, si on fait référence à la cinématique des gaz, c'est le premier élément qui donne en fait la pression, un élément de pression ici. D'accord? Donc dans la limite des faibles vitesses, on est tout à fait justifié de dire et de faible concentration de matière, on est tout à fait justifié de considérer l'équation de la dynamique de Newton. Donc la seconde dérivée des longueurs par rapport au temps est donnée par un rapport de masse à distance au carré, d'accord, avec le signe négatif. Donc c'est la relativité générale en champ faible qui nous donnerait un résultat similaire. Ici, ce qu'on n'a pas avec Newton, c'est la relation à la courbure de l'espace. Donc ça, c'est ce qu'on reprendra avec Friedman pour avoir le lien exact. Mais pour l'instant, ce que je dis, c'est que la masse totale qu'on a ici, c'est en fait, par principe d'équivalence, on dirait que c'est la masse, le total de masse-énergie. D'accord?
Avec Newton, on dirait que la masse-énergie, c'est simplement donné par la masse au repos, la densité de masse au repos. Mais là, avec Einstein, on peut en fait inclure l'énergie thermique du mouvement des molécules. Donc on a une concentration d'énergie fois le volume donnera la masse-énergie. Et on a ici donc la relation entre volume et longueur L. Donc bien sûr 4 tiers de pi L au cube. D'accord? Donc voilà un peu comment on peut réécrire notre équation de euh, gravitation newtonienne, mais d'abord longueur c'est bien, mais parler en termes de facteur d'expansion R de t c'est mieux. Parce qu'on a établi cette relation a priori, on a déjà vu cette relation-là. Donc on va pouvoir éliminer L de t avec cette relation. Et nous, ce qu'on va pouvoir dire aussi, c'est que dans l'hypothèse, et qui donc est confirmée expérimentalement, mais à la base c'était une hypothèse de travail, celle de Hubble, c'est de dire que l'expansion est uniforme, les vecteurs vitesse sont proportionnels à la distance. Donc comme pour l'exercice qu'on a vu au premier cours et l'exemple avec un calcul numérique, les éléments masse se déplacent tous l'un par rapport à l'autre avec le même facteur d'échelle. Il n'y a jamais de recouvrement d'une coquille de masse par rapport à l'autre. On est en expansion uniforme et isotrope. D'accord? Donc ce que ça permet de dire, ça, c'est que où j'ai défini une densité de masse-énergie dans une coquille, eh ben, les éléments masse ne vont pas avoir d'échange net d'énergie entre elles, ni pour la masse, ni pour le flux thermique. Donc ça nous permet de dire, en fait, on peut évoquer notre première loi de la thermo et dire que finalement, on devrait satisfaire à cette relation-là. du plus pdv égale 0. D'accord? Pas de flux net de chaleur, donc on est en expansion adiabatique quelque part. Donc ce qu'on peut dire maintenant, nous, c'est le cas particulier qui va nous intéresser, c'est de dire que l'énergie interne du fluide est largement dominée par l'énergie de la masse au repos ici. Donc ce qui manquerait, c'est un sous-script O pour dire la masse au repos, petit m, qui n'est pas l'énergie totale de ces corps-là. Donc en fait, c'est ce qui va dominer. Donc je vais réécrire simplement ρ fois volume égale masse. Et après, je vais passer, donc comme on sait que l'énergie au repos, la masse au repos va être dominante, on passe tout de suite avec le terme linéarisé de ce qu'on a dit au transparent précédent. C'est qu'on va se limiter en fait à dire la densité d'énergie au repos comme ça, plus la pression thermique. D'accord? Donc c'est ici qu'il faudrait distinguer entre le ρ de l'énergie des corps au repos et ici l'énergie qui comprend la forme même relativiste, on pourrait dire. Je n'ai pas encore fait d'approximation. C'est ici qu'elle est faite, cette approximation de dire voilà, je me limite à l'énergie thermique des corps. Donc le P sur V carré. Donc on dit que du est égal à d c carré fois V plus ρ c carré fois dV, et c'est ça qu'on a ici. On aura cette équation différentielle, et on va simplement remplacer le dV par on va diviser par V pour avoir une dérivée logarithmique ici qui fera 3dr sur R. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que le L cube c'est L de t au cube, et bien entendu la référence aux longueurs de départ s'annule. Donc on a une dérivée logarithmique pour laquelle L de t0 en fait s'annule ici tout simplement. D'accord? Donc je passe à l'étape suivante et je dis voilà, j'avais de la mécanique newtonienne, je peux réécrire l'équation sous cette forme-là. Je peux donc substituer pour
les éléments de pression. Alors où était, ben voilà pour la masse ici, c'est cette relation-là qu'on avait trouvée, et je vais donc pouvoir éliminer P en me servant de la relation qu'on vient de mettre en exergue ici, d'accord, comme ça. Donc là, je vois que en fait, j'ai au niveau de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la forme linéaire. Donc je crois que c'est plus sage de dire que c'est effectivement la masse au repos, la densité d'énergie de masse au repos qu'on a ici déjà, d'accord? La pression thermique a déjà été euh, éli- écrite spécifiquement là, ou explicitement, d'accord? Donc vous voyez cette relation, en fait, vous pouvez l'obtenir directement en mettant M0, ρ0, si vous aimez les suscripts 0 pour dire que c'est la densité de masse énergie au repos. Donc, dans l'équation de Newton maintenant pour la seconde dérivée, voilà ce qu'on va obtenir. Donc, cette équation-là, elle peut s'intégrer si vous multipliez par chaque côté par R point. Et vous allez trouver en fait que de la relation des ρ par rapport à des R, vous allez simplement trouver une loi de puissance, puisque si la matière est conservée, donc la masse au repos est conservée, eh bien la densité est directement en relation directe avec L au cube, donc R au cube, le facteur d'échelle R au cube. Donc les simplifications qui s'en suivent permettent d'intégrer une première fois, et vous trouvez en fait que c'est une équation qui est similaire à celle de la cinématique. Donc vous avez quelque chose comme une vitesse au carré ici, et vous avez quelque chose qui rappelle un peu la forme d'énergie potentielle en mécanique newtonienne. Donc cette équation-là s'intègre une fois et donne une constante du mouvement que je vais symboliquement appeler une forme d'énergie. D'accord? En fait, c'est l'énergie par unité de masse. Vous avez ici en fait R qui est une quantité à dimensionner, donc vous avez donc ici une fréquence au carré. Donc dire que cette constante-là est équivalente à de l'énergie, c'est un peu trop, peut-être, mais ça rappelle la forme énergie cinétique plus potentielle qu'on a en mécanique newtonienne. Donc c'est pour ça qu'on a le symbole E. Et le lien que je peux faire déjà avec l'équation de Friedman qu'on reverra en cours, c'est que cette constante-là, avec l'équation de Friedman, eh ben, s'écrit directement en termes de la courbure de l'espace. D'accord? Donc voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir ou le lien qu'on pourra faire hein, ici dans le modèle de Friedman, c'est que cette constante, on peut la remplacer par un rapport entre la constante ici du mouvement divisé par le paramètre de Hubble au carré. Si vous retournez dans les transparents précédents, vous allez voir que le paramètre de Hubble est en fait une fréquence et que le E qu'il y a ici est une fréquence au carré. Donc le rapport E sur H au carré eh bien, est un terme adimensionné que je vais appeler ici 1 moins oméga 0. Et ce oméga 0, c'est le paramètre dit de Friedman qui fait référence en fait à la densité de matière, densité de matière et énergie thermique dans l'univers à l'époque courante. D'accord? Donc ce qui est à noter maintenant, c'est que en ayant cette forme différentielle, cette équation-là, je peux donc écrire, si on veut réécrire en termes du paramètre oméga 0 de Friedman, et ce qu'on constatera, c'est que si oméga 0 égale 1, eh ben, c'est équivalent à dire que le paramètre k de la courbure de l'espace est égal à 0, c'est-à-dire qu'on travaille dans un espace plat, et en pratique, les données Planck, etc., vont nous dire que le oméga 0 qu'on a ici est égal à 1 à toute chose près. D'accord? C'est-à-dire dans les données de mesure, on verra que ce oméga 0 est égal à 1. Donc, mais on n'a pas supposé ça, on dit simplement que le paramètre qu'il y a ici peut être non nul, et alors on peut en fait intégrer cette équation différentielle. En faisant cette intégrale, vous avez deux cas ou même trois cas de figure intéressants. Donc ça ne m'intéresse pas. Mais en disant que simplement on a R de t en fonction de t, et vous pouvez dire, ben voilà, je vais regarder trois cas ou quatre même qui peuvent être intéressants.
le premier cas, peut-être le plus simple, c'est de dire, admettons que vous n'ayez pas de gravitation. Si G est égal à 0, la constante de gravitation est égale à 0, eh bien vous avez simplement que R point est égal à une constante, et ce sera donc R de t, et R de t est linéaire avec le temps. D'accord? Le temps t. C'est la courbe en vert qu'on a ici. D'accord? Je vais dire le facteur d'expansion du vide, ben, c'est une constante, donc la pente peut varier, mais une constante en fonction du temps. D'accord? Après, il y a les trois cas intéressants ici. On a E positif ou négatif, et après on a le cas E égale à 0. Alors pour E égale à 0, c'est la solution dite Einstein de Sitter, donc là où la courbure est nulle. Asymptotiquement, en fait, on va trouver que R de t est une puissance du temps. Donc t à la 2/3 pour être précis. Si on a k différent de 0 et négatif, donc là on a E, sauf si je me suis... Voilà, k est négatif, donc E est plus grand que 0 ici. Donc c'est notre univers ouvert, donc géométrie hyperbolique, et ça donnera en fait cette légère courbure R de t, mais qui fait que la dérivée R point en fait va jamais tendre vers 0. D'accord? Dans le cas EDS Einstein de Sitter, R point tend vers 0 asymptotiquement avec le temps qui devient infini. Et l'autre cas de figure, quand k est égal à 1, eh ben, c'est de dire que maintenant E est inférieur à négatif, et vous allez vous retrouver avec une intégrale qui va donner en fait un point de valeur maximale pour R de t, où là on aura effectivement R point dr dt égale à 0. Et ça veut dire qu'il y a une espèce de symétrie par rapport à ce temps qui va se mettre en place. Et donc, où on a une expansion actuelle avec un R point positif, et ben éventuellement on doit basculer vers un R point négatif, et donc l'univers va dans ce cas de figure, là, l'univers va se recontracter sur lui-même. D'accord? Donc, on a vu en fait que les solutions de base pour comprendre comment se distribue la matière dans le temps sont données par des solutions simples. Donc si je peux peut-être me remettre... donc je disais donc qu'on est dans la situation où on a trois solutions de base pour comprendre comment les distances sont affectées par le facteur d'échelle R de t, comment elles évoluent dans le temps. Et ce qu'on n'a pas vu encore, c'est quelque chose qui doit amener en fait une évolution temporelle de ces éléments-là, qui va être des variations par rapport à ce flot de Hubble. J'ai parlé tantôt de vitesse relative par rapport au flot de Hubble. Pour les très grandes distances, tous les éléments masse semblent suivre ce flot de Hubble, donc on est à grande échelle, l'univers est isotrope et homogène, mais à petite échelle, en fait, quand on est dans un volume fini, en fait, les éléments masse peuvent être amenés à, en fait, coaguler l'un sur l'autre. S'il y a des fluctuations de densité, ces densités-là vont évoluer dans le temps, et ça va amener, en fait, une évolution de ces vitesses relatives, donc les vitesses particulières dont j'ai parlé plus tôt. D'accord? Donc là, je vais parler un petit peu de comment évoluent dans le temps ces fluctuations de densité ou ces fluctuations de vitesse, ça va ensemble, comment ça peut amener en fait à structurer l'univers à assez grande échelle. D'accord? Donc on a en fait une situation qui est amenée par les calculs cosmologiques. Donc, j'ai pas besoin de ça. Et en fait, on aura une situation qui va être similaire à celle qu'on a illustrée avec avec un exemple simple d'une sphère qui comprend des éléments masse et qui évolue dans le temps. Donc les éléments masse ne sont pas distribués exactement de façon uniforme, et ça amène en fait la densité à évoluer dans le temps. Donc on a une représentation de ça ici. On a de petites... c'est l'équivalent de ma sphère homogène que j'avais
au départ, au premier cours. Et on dit, voilà, avec le temps qui passe, il y a de petites fluctuations, et ces fluctuations-là, en fait, vont amener la matière à se structurer. Donc vous avez en fait le Z qui est très grand, donc qui veut dire en fait qu'on est en train de regarder à une époque lointaine, au début, au moment où l'univers est relativement jeune. Et, euh, et en fait, vous pouvez en fait regarder donc cette évolution temporelle, donc voilà, voilà qui est représentée ici, ça dure pas très longtemps, mais vous avez le facteur Z, donc le décalage spectral, qui passe de 20 à 30 à 0, d'accord? Donc le référentiel où t égale à 0, c'est celui de notre observateur courant, d'accord? On arrive à l'époque actuelle, donc hop, ça va très vite. Donc je fais comme ça, je l'arrête ici pour montrer qu'il y a bien des filaments et des nœuds de matière qui se développent. Et ces nœuds de matière, donc voilà, continuent d'avancer dans le temps. Et ce qu'on voit ici, en fait, c'est un cube de dimension finie et constante, c'est-à-dire qu'on a constante à l'écran de ce qu'on voit affiché, simplement parce qu'on renormalise les distances par le facteur d'échelle r de t. On divise par r de t tout le temps. Donc on se retrouve en fait avec une boîte qui a toujours les mêmes dimensions, L de T0 de départ, mais les éléments masse, eux, ne conservent pas leur position relative l'une par rapport à l'autre, et ce sont ces mouvements propres qui vont amener l'univers donc à se structurer à grande échelle ici. D'accord? Donc on peut dire en fait que cette structuration par la croissance de ces fluctuations de densité, c'est ce qui amène l'apparition de structures à grande échelle ici. Donc dans une configuration où j'aurais, je vais peut-être les mettre l'une à côté de l'autre, vous avez en fait des cartes qui permettent d'illustrer ce qu'on voit des galaxies à différentes échelles. Donc on peut regarder ça comme ceci. Donc on regarde dans une direction donnée sur une partie du ciel et on voit en fait que les galaxies s'agglutinent et forment en fait des réseaux, un réseau de matière avec des vides relatifs, exactement comme ce on a vu avec un calcul simple au premier cours, d'accord? Donc ici, en fait, ce sont euh, des galaxies qui sont distribuées à des échelles très grandes. Donc on parle ici de quelques milliards d'années-lumière de distance. Donc ici, j'ai une autre carte qui montre sensiblement le même volume, on va voir un peu plus grand. On va à des décalages spectraux donc, pardon, de l'ordre de 1/10 ou un peu plus. Et on voit en fait ces réseaux de galaxies qui, ici, ce sont des catalogues amenés par la campagne Sloan. Et ces galaxies qui se développent et forment un réseau de plus en plus fin. Donc ce qu'on va peut-être, enfin, de plus en plus structuré. Donc ce qu'on va reprendre en cours, en fait, c'est cette discussion autour donc avec le temps qui passe, c'est de voir que en fait les fluctuations vont croître euh, euh, avec des solutions simples en relation avec le temps, et que en fait les sous-densités vont devenir de plus en plus vides, où les perturbations sont négatives. On aura des trous qui vont se développer de plus en plus, et où les densités sont positives, les surdensités pardon, sont positives. Eh bien, on verra que les densités elles-mêmes ont tendance à croître. Les surdensités ont tendance à devenir de plus en plus extrêmes. Donc voilà un petit peu ce que les calculs numériques nous indiquent déjà. Donc je vais arrêter la présentation ici pour l'heure. Donc je vais reprendre en cours ce que je viens de parler, de ce dont je viens de parler, avec peut-être un premier jet sur la formation de structures à grande échelle. Voilà.